Robin, on y va? Allez, allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers collègues. Bienvenue aux Elevation Days 2021 pour celles et ceux qui participent aujourd'hui à leur première action. En guise d'introduction, et notamment pour celles et ceux qui ont rejoint le groupe récemment, laissez-moi juste vous rappeler rapidement en quoi consistent les Elevation Days qui, cette année, se déroulent du 14 au 20 octobre. Déjà, la première chose, c'est que c'est un des rares événements groupes qui mobilise et qui est proposé à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient en production, en France, en filiale, en Inde, au Brésil, aux États-Unis, en Afrique, partout dans le groupe. Les Elevation Days, c'est un moment dédié au développement durable, à l'économie circulaire, à l'éthique, aux conditions de travail, à la santé. C'est organisé par les collaborateurs et pour les collaborateurs de l'entreprise. C'est un événement qui veut sensibiliser, élever les consciences, placer la RSE au cœur de chaque métier et surtout que chacun puisse avoir les clés, la compréhension, la prise de hauteur, puisse faire le pas de côté pour transformer les métiers et la manière dont il apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et ça fait maintenant 8 ans, c'est la 8e édition qu'avec les Elevation Days, le groupe a choisi de s'élever collectivement. Alors cette année, un peu comme pas mal d'événements en ce moment, le groupe a fait le choix de proposer une édition hybride, c'est-à-dire qu'il y a des événements en ligne comme celui auquel vous assistez maintenant, mais il y a aussi des actions en présentiel avec notamment des missions solidaires en France qui sont accessibles via la plateforme WeAct, la plateforme WeAct que vous trouvez sur l'intranet. Et avant de laisser la parole à Aude Brézac, notre directrice RSE, un dernier mot pour vous dire que cette conférence, elle est enregistrée et elle sera mise à disposition ensuite pour un replay sur l'intranet. Dernière chose, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Il y a une session de questions-réponses qui est organisée pendant 30 minutes en fin de visio. Aude, je te laisse la parole pour présenter dans le détail ce que nos internautes vont découvrir aujourd'hui. Merci Robin. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Juste quelques mots. La semaine dernière, lors du premier webinaire, nous vous avons présenté avec Openland les 5 éléments du capital naturel. Alors pour ceux qui étaient là, donc l'eau, l'air, la terre, le feu, la vie. On vous a présenté les nombreux défis pour les entreprises, mais aussi les nombreuses solutions qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'air et plus particulièrement sur les émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif est de partager avec vous une des priorités de la feuille de route RSE, la trajectoire bas carbone. Donc, on peut passer sur la slide suivante. Donc, 3 raisons principales à ce zoom aujourd'hui sur la trajectoire bas carbone. La première raison, c'est que la lutte contre le changement climatique est désormais une préoccupation qui est mondiale, qui est basée sur des preuves scientifiques où les États aujourd'hui, les citoyens et les entreprises se battent ensemble. Et Manitou a décidé de rejoindre cet effort global avec donc le projet Climact, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a démarré en mars et pour lequel nous sommes accompagnés par les experts d'EcoAct. Deuxièmement, on voit que l'engagement aussi important des États, des villes et des entreprises pour réduire leurs émissions génère aujourd'hui de nouvelles demandes pour des produits qui soient bas carbone. Cela devient donc un élément de compétitivité pour le groupe, mais aussi une opportunité pour conquérir de nouvelles parts de marché. Et enfin, troisièmement, la dernière raison, aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que nous recevions un questionnaire, que ce soit de nos clients, de nos investisseurs, nous interrogeant sur nos émissions et nos actions pour limiter le réchauffement climatique. Et les organisations comme Manitou vont être de plus en plus tenues pour responsables de leurs émissions et cela va s'accentuer fortement dans les 10 prochaines années. C'est donc aussi un élément réputationnel majeur. Voilà, donc actuellement, nous sommes en train de finaliser nos engagements climatiques et cela va avoir un impact sur l'ensemble de vos métiers. Il est donc important que chacun puisse se saisir de ces enjeux structurants et transformateurs. Voilà, donc pour animer ce webinaire, on accueille donc Marion Kurdej, qui est consultante senior climat et énergie chez EcoAct, qui nous accompagne donc dans le projet Climact. Marion, c'est à vous.
Merci Aude. Du coup, nous allons approfondir aujourd'hui la problématique suivante, c'est une trajectoire bas carbone. Pourquoi le groupe Manitou s'engage ? À cet effet, le déroulé de notre webinaire commencera par une présentation du contexte pour présenter ensuite les engagements du groupe Manitou, l'empreinte carbone du groupe, ce que sont finalement que des engagements basés sur la science, quelques exemples d'actions de réduction et nous terminerons ensuite par une conclusion. Donc je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, nous les prendrons en fin de session. Donc commençons par le contexte qui nous a mené à cette étude. Donc, l'atmosphère de la Terre est composée de différents gaz à effet de serre qui permettent le maintien d'une certaine température sur la planète et ainsi la vie. Donc, sans l'atmosphère, il n'y aurait pas de vie possible sur la Terre. Donc, sans ces gaz à effet de serre, on n'aurait pas de vie sur Terre. Donc, ces gaz à effet de serre sont nécessaires en quelque sorte pour la vie. Cela dit, cette composition atmosphérique a été modifiée par les activités anthropiques, donc les activités humaines, qui sont venues ajouter des gaz à effet de serre supplémentaires, des nouveaux gaz à effet de serre, ou augmenter la concentration des gaz actuels. Cet effet de serre additionnel est venu modifier le climat sur la planète, ce qui perturbe finalement les échanges naturels, ce qui vient accentuer finalement la modification de la composition de l'atmosphère et ce qui intensifie finalement ce phénomène. Où va-t-on en termes de changement climatique ? L'observation de l'évolution de la température à travers les années a révélé une augmentation de ces températures de manière significative depuis le début de l'ère industrielle, la température étant corrélée à la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre qui, comme nous venons de le voir, a fortement augmenté. Ainsi, les études prévoient, dans un scénario bas carbone, une augmentation de la température de l'ordre d'1,5 à 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle, et dans un scénario d'évolution en cas d'inaction de plus de 4 degrés, voire près de 6 degrés. Alors 4 degrés, 6 degrés, ça peut paraître peu, cela dit, à titre de comparaison, 5 degrés, moins 5 degrés par rapport à la température actuelle, c'est des pingouins à Marseille, comme il y a 20 000 ans, et plus 8 degrés par rapport à la température actuelle, ce sont des reptiles au pôle Nord, comme il y a 60 millions d'années. Donc finalement, quelques degrés de plus peuvent faire une grande différence par rapport à la faune et à la flore qui sont sur la planète. Finalement, ce réchauffement climatique a des impacts de plus en plus visibles. En effet, ce n'est pas un événement qui indique le changement climatique, mais la récurrence et l'augmentation en termes d'intensité de ces événements qui sont le signe de ce réchauffement climatique. Alors, quelques exemples sont cités ici, typiquement en 2019. 2019 était la deuxième année la plus chaude enregistrée. De nombreux pays tels que l'Australie, le Brésil et les États-Unis sont de plus en plus sujets à des feux, à des incendies difficilement contrôlables. On assiste à une acidification des océans qui perturbe du coup la faune et la flore de ces océans et qui, avec la chaîne alimentaire, nous impactera directement. Le Japon est régulièrement sujet à de très fortes inondations. Le pic du Midi dans les Alpes a connu 108 jours d'été sans température négative, donc avec la fonte des glaciers qui est fortement accélérée. Et dans ce dernier exemple, l'Inde qui est également sujette à de très violentes inondations de manière de plus en plus fréquente. Donc voilà, c'est la somme de ces événements qui indiquent ce réchauffement climatique. Pour poursuivre du coup sur le contexte international, donc on assiste à une prise de conscience à l'échelle de la planète sur le changement climatique. Nous avons souhaité souligner quelques événements, quelques dates phares, quelques dates clés finalement qui participent à cette prise de conscience. Donc tout d'abord, en 2014, le sommet sur le climat qui a eu lieu à New York avec la demande du secrétaire général des Nations Unies au chef d'État de prendre les rênes pour instaurer un monde résilient et neutre en carbone d'ici la fin du siècle. Nous voulions citer aussi en 2014 le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a été créé en 1972 et qui a déclaré que le monde doit devenir neutre en carbone d'ici 2050. Donc vous voyez que cette préoccupation date déjà d'il y a plus de 7 ans. En 2015, vous avez tous entendu parler de la COP21 et la signature de l'accord de Paris avec pour objectif de rester sous le seuil de 1,5 degré à 2 degrés à l'horizon 2100. Ce que nous avons vu tout à l'heure consiste à un scénario bas carbone. En 2015, le World Economic Forum ou l'alliance B-Team, composée de dirigeants mondiaux d'entreprises, a prôné un monde neutre en carbone d'ici 2050. En 2017, 400 entreprises se sont engagées à s'aligner sur le scénario 2 degrés
en s'appuyant sur des modèles scientifiques et en définissant des actions poussées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous citons également en 2017 la feuille de route de la Commission européenne pour une économie européenne zéro carbone d'ici 2050. En 2018, un rapport du GIEC, donc le GIEC est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et qui publie régulièrement de grandes études synthétisant de multiples études scientifiques et se positionnant du coup sur l'évolution du climat. Et ce rapport a souligné il y a 3 ans la nécessité de relever l'ambition des 2 degrés à 1,5 degré, c'est-à-dire non pas contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, mais à 1,5, et indiquant que la neutralité était indispensable pour l'atteindre. Et en 2018, la France s'est dotée d'objectifs de neutralité à horizon 2050. Alors, il y a d'autres événements encore qui soulignent finalement cette prise de conscience. Nous voulions notamment citer ces derniers. Par ailleurs, on assiste à une accélération des engagements des États vers la neutralité carbone. Ces engagements se traduisent par des lois ou des projets de loi ou alors des engagements politiques. Notamment, on peut souligner la Suède, le Danemark, la France, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'Union européenne qui ont inscrit dans la loi la neutralité carbone. La Chine et le Japon qui ont des engagements politiques à cet effet. Le Chili, les Fidji, l'Espagne, le Canada et la Corée du Sud qui ont intégré la neutralité carbone dans un projet de loi. Et les États-Unis qui se sont donnés qui sont revenus sur la décision de sortir de l'accord de Paris avec un engagement récent de se réengager en faveur de la neutralité carbone. Alors, juste quelques mots sur le projet de loi en France. Donc, la loi énergie-climat a été adoptée en novembre 2019, le 8 novembre 2019, avec notamment l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et cette loi porte sur 4 axes. Sortir progressivement des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables, lutter contre les passoires thermiques, instaurer de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d'évaluation de la politique climat et réguler le secteur de l'énergie et du gaz. Les États s'engagent, mais pas uniquement, les villes s'engagent également. Le C40 est un réseau de mégalopoles mondiales engagé dans la lutte contre le changement climatique et aide les villes à collaborer à cet effet. Donc, à ce jour, il y a environ 97 villes qui sont affiliées. Ce que l'on peut voir, c'est que les États-Unis, qui s'étaient retirés auparavant de la neutralité carbone, ont de nombreuses villes qui finalement sont engagées sur cette initiative C40. La neutralité carbone est marquée par un triptyque qui consiste à mesurer, à réduire et à compenser les émissions résiduelles après réduction. Cette démarche commence tout d'abord par la mesure et l'identification des leviers d'action de réduction. Donc pour cela, il y a plusieurs méthodologies qui sont possibles. Vous avez peut-être probablement déjà entendu parler du bilan carbone, qui est une méthodologie française. Il existe aussi le GHG Protocol, Greenhouse Gas Protocol, qui est une méthodologie anglaise et qui est la méthodologie la plus utilisée à l'international à cet effet. C'est la méthodologie qui a été utilisée dans le cadre de l'étude pour Manitou. Dans le cadre de la réduction, il existe des méthodologies dont nous parlerons par la suite pour définir des actions, pour définir des objectifs basés sur la science pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment l'initiative Science Based Target, donc l'initiative des trajectoires, des objectifs basés sur la science, qui donne des cadres à cet effet. Donc, c'est un référentiel que nous avons utilisé également dans le cadre du projet Climact pour le groupe Manitou. Et enfin, l'étape de compensation carbone consiste donc à compenser les émissions résiduelles après action et repose sur des labels, des standards pour s'engager de manière solide dans ce triptyque de mesures, réduire et compenser. Approfondissons maintenant l'engagement du groupe Manitou. Alors tout d'abord, quel est le lien finalement entre ce changement climatique dont nous venons de parler et le groupe Manitou? Donc pour approfondir ce lien en 4 étapes en quelque sorte, donc nous avons vu que le changement climatique a des effets de plus en plus importants sur la planète, que les pays s'engagent pour faire face à ces nouveaux enjeux. Les villes et les secteurs s'engagent également pour faire face du coup à ce changement climatique. Et ainsi, il apparaît que le groupe Manitou doit s'engager pour rester compétitif, c'est-à-dire pour rester dans la course et conduire la transition verte.
Je poursuis également sur la concurrence. On voit depuis 2 ans une accélération aussi chez nos concurrents par rapport à ces objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner quelques exemples, il y a Volvo, donc au niveau du groupe, qui a pris un engagement de réduction ambitieux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, basé donc sur ce fameux référentiel Science Based Target, donc basé sur la science. Et ces objectifs ont été déclinés au niveau de Volvo Construction Equipment, qui s'est engagé à la fois réduire ses émissions directes, donc c'est-à-dire les émissions liées directement à ses opérations, mais également ses émissions indirectes, c'est-à-dire liées aux émissions liées à l'utilisation de ces produits. Donc, le groupe a pris un engagement de réduction de à peu près 30% pour réduire les émissions liées à ces produits. On voit également d'autres concurrents, comme par exemple, on en a cité ici quelques-uns, comme Komatsu, Hitachi. Donc, Volvo a pris ces engagements-là en juin 2021. Komatsu et Hitachi, c'était avant, donc en avril 2017 et en mai 2019. Et on peut voir en fait sur le site Science Based Target l'ensemble des concurrents qui sont également en cours de validation. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à publier bientôt leurs objectifs, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles. Donc, c'est le cas de JCB et également de Hugenrich. Donc, on voit en fait que voilà, pour rester compétitif et être en mesure aussi de pouvoir proposer des offres bas carbone, eh bien, voilà, ce type de trajectoire va être important pour l'avenir. C'est également aussi quelque chose qui est important pour l'attractivité, la réputation, on l'a dit en introduction, pour les talents, pour attirer des talents, puisque voilà, les enjeux climatiques sont aujourd'hui des enjeux, la manière dont ils sont gérés sont des éléments d'attractivité. Et donc, ça a aussi un impact, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'image de marque du groupe Manitou. Donc, on vient de voir la concurrence. On voit également qu'au niveau des clients, en fait, il y a de plus en plus d'engagements, notamment dans le secteur de la construction. Donc, que ce soit donc les constructeurs ou les loueurs. Donc là, c'est le cas de l'Oxam qui a récemment publié également ses engagements. Donc, l'Oxam souhaite réduire ses émissions donc directes, donc liées à ses opérations de 50%, et indirectes liées à l'utilisation de ses produits et à ses achats de 30%. Voilà, Kiloutou a fait une annonce similaire l'année dernière. Donc voilà, Kiloutou qui souhaite également évoluer vers des équipements à énergie alternative. Aujourd'hui, ils annoncent déjà avoir 37% du parc d'engins de terrassement et de levage qui fonctionnent déjà avec des énergies plus responsables, dans lequel ils mettent l'hybride, le bi-énergie, l'électrique et les produits diesel en stage 5. Voilà, on voit aussi des engagements à l'international. Donc là, c'est le cas du loueur United Rentals qui communique auprès de ses fournisseurs aujourd'hui pour les responsabiliser sur les sujets du défi climatique et la protection de l'environnement. Eiffage également, qui du coup a également pris des engagements et qui a établi donc un partenariat avec Volvo dont on parlait tout à l'heure sur l'acquisition de premiers véhicules 100% électriques mis en service en France. Voilà, Colas également qui fait évoluer son parc automobile vers des solutions à faible émission de carbone. Et puis plus récemment, un loueur australien qui s'appelle Coates et qui s'est engagé donc à la neutralité carbone en 2040 et qui pour cela nous souhaite savoir comment Manitou peut les accompagner dans cette trajectoire avec sa stratégie bas carbone. Alors finalement, pourquoi est-ce que le groupe Manitou doit s'engager ? Tout d'abord, sur le marché de la construction, il faut savoir que ce marché connaît un virage important et que le secteur du bâtiment est marqué correspond à une part importante des émissions mondiales, environ 6% des émissions mondiales. Alors, quelques cas d'études que nous souhaitions souligner à ce sujet, sur ce constat
de virages importants pour le marché de la construction. Donc, tout d'abord, Climate Kick, la communauté de la connaissance et de l'innovation, qui souligne que les grands acheteurs publics, tels que les villes, ont le pouvoir de créer une demande de machines à zéro émission, ce qui peut impacter du coup directement les constructeurs par cette demande. London Gov UK, donc le gouvernement anglais, qui donne la responsabilité aux responsables de chantiers de construction de Londres d'adapter ou de remplacer les anciennes machines polluantes pour assainir la capitale. On a également le site internet lesaides.fr, donc un site internet français qui soutient le renouvellement du parc de matériel qui fonctionne au gazole non routier. Et on voulait également souligner l'ADEME qui suggère l'utilisation d'équipements à l'électricité ou sur batterie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Donc de nombreuses initiatives, de nombreuses suggestions de la part de plusieurs entités, initiatives ou pays pour inciter finalement pour inciter à l'utilisation d'équipements bas carbone dans le cadre de la construction notamment. Du point de vue de l'agriculture, le marché agricole émet des signaux en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le secteur de l'agriculture correspond à une part très importante des émissions mondiales. Si on regarde les émissions AFAT, donc AFAT pour agriculture, foresterie et les autres affectations des terres, donc ces émissions AFAT représentent 24% des émissions mondiales, ce qui est vraiment une grande part. L'évolution tend vers des pratiques à faible taux d'émission, mais de nombreux efforts restent encore à faire, du fait notamment de la consommation énergétique et de la puissance des différents équipements. Alors, encore une fois, on voulait souligner quelques cas d'études qui soulignent finalement les engagements au niveau de l'agriculture. Donc, tout d'abord, l'OCDE, qui a souligné des signes encourageants sur la volonté du secteur de l'agriculture pour réduire ses impacts sur l'environnement et pour relever du coup les défis associés. La nouvelle politique agricole commune qui va s'inscrire dans le pacte vert de la Commission européenne et qui devrait contribuer à lutter contre le changement climatique. Et enfin, on voulait souligner également McKinsey qui souligne que le marché des équipements agricoles à faible émission n'est pas encore très mature, mais que la prise de conscience est là et que les moteurs thermiques fortement émissifs devraient bien être remplacés d'ici 2050. Donc nous avons vu maintenant le contexte relatif aux engagements de Manitou et la nécessité pour Manitou de s'engager également dans cette limitation du réchauffement climatique. Intéressons-nous à présent à l'empreinte carbone du groupe Manitou. Cette empreinte carbone, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, a été réalisée à partir de la méthodologie GHG Protocol, méthodologie anglo-saxonne largement reconnue. Cette méthodologie décompose les émissions de gaz à effet de serre suivant 3 scopes. Le scope 1 correspond aux émissions directes de gaz à effet de serre. C'est comme si on faisait une bulle finalement autour de votre activité, que l'on mesurait au capteur. Et qu'est-ce que l'on mesurerait au capteur? On mesurerait les émissions liées aux consommations de carburant dans votre flotte de véhicules ou d'équipements sur vos sites, et les émissions de combustibles tels que le gaz naturel ou le fioul domestique consommés par vos sites, ainsi que les fuites de fluides frigorigènes dans les installations de climatisation et de froid. Le scope 2 correspond aux émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, de réseaux de chaleur ou de froid. Donc ici, on mesurerait essentiellement les émissions liées à la consommation d'électricité de vos sites. Et enfin, le scope 3 correspond à toutes les autres émissions de gaz à effet de serre indirectes, notamment les émissions liées à vos achats, les achats notamment de pièces composant les équipements qui sont produits, à vos déchets, à vos déplacements de personnes en véhicules non opérés, donc en avion, les déplacements de domicile-travail, le fret lié à l'acheminement des pièces sur vos sites, mais également au fret aval lié à l'envoi, au départ finalement des équipements produits de vos sites ou pièces de rechange, ainsi que le fret entre vos sites. Nous comptabilisons également les émissions liées aux immobilisations, donc aux biens amortis par vos sites, mais aussi d'autres émissions encore moins directes, telles que les émissions liées à l'utilisation des équipements vendus tout au long de leur durée de vie, ainsi que les émissions liées à la fin de vie des équipements vendus. Donc, on reviendra sur ce concept de scope lors de la présentation des émissions. La méthodologie d'empreinte carbone est basée sur 4 grandes étapes. Une première étape où l'on identifie le périmètre d'émission de l'entité. Donc, pour Manitou Group, il s'agit du périmètre que je viens de mentionner. Ensuite, nous utilisons des facteurs d'émission
pour pouvoir associer à chaque donnée des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'étude a été très dense et très complète et a mobilisé de très nombreuses données au sein du groupe Manitou pour collecter ces informations. Donc, environ 240 heures passées en cumulé sur le projet Climat du côté groupe Manitou et plus de 13 000 lignes de données collectées. Donc, c'est très significatif. Et l'ensemble de ces données ont permis, du coup, d'avoir un bon niveau de qualité de données collectées pour pouvoir élaborer cette empreinte carbone. Donc, on remercie encore l'ensemble des personnes qui ont pu participer à cette collecte et qui se sont mobilisées autour des mois d'avril et mai pour collecter l'ensemble de ces informations. Donc, suite à l'utilisation de facteurs d'émission, nous traçons une empreinte carbone, c'est-à-dire que nous synthétisons les émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir identifier par source d'émission quelles sont ces sources d'émissions les plus importantes pour le groupe dans l'objectif de développer un plan d'action de réduction qui soit pertinent et ambitieux pour Manitou Group. Quels sont les gaz à effet de serre finalement pris en compte par la méthode? Donc, vous connaissez certainement le dioxyde de carbone qui est très connu et qui vient notamment de la combustion de combustibles fossiles et de la déforestation. Le méthane que l'on retrouve notamment dans l'élevage, mais pas uniquement. Les oxydes nitreux qui viennent des intrants agricoles, les perfluorocarbures, donc les PFC, HFC que l'on retrouve dans de la réfrigération, la climatisation, ainsi que le SF6, et le trifluorure d'azote, le NF3, que l'on retrouve dans la microgravure électronique. Ces différents gaz à effet de serre réchauffent de manière différente l'atmosphère et donc disposent d'un PRG, un pouvoir de réchauffement global différent. Il s'agit de la capacité qu'un gaz à effet de serre a à réchauffer l'atmosphère. Ce PRG est établi par rapport au dioxyde de carbone. Donc, par définition, le PRG du CO2 est égal à 1. Donc, pour le méthane, il s'agit de 25, c'est-à-dire que le méthane réchauffe environ 25 fois plus que le CO2. Quel est l'intérêt, finalement, d'avoir ces différents PRG? C'est de pouvoir restituer une empreinte carbone avec une unité commune. C'est-à-dire que si pour Manitou, on indiquait, je donne des chiffres aléatoires, mais que Manitou émet 1000 tonnes de CO2, 15 000 tonnes de méthane et 2000 tonnes de protoxyde d'azote, finalement, on aurait des difficultés à interpréter cela. Donc, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sont rapportées au CO2, en équivalent CO2, grâce à ce PRG. Mais ces émissions de gaz à effet de serre correspondent bien à l'ensemble de ces gaz à effet de serre. Alors, quelle est l'empreinte carbone pour Manitou en 2019? Cette empreinte carbone, si on la divise par scope, puisqu'il s'agit des périmètres de la méthodologie, c'est le scope 3 qui est majoritaire. Donc, pour rappel, le scope 1 s'agissait des émissions directes qu'on pouvait mesurer comme une bulle autour de Manitou Group. Les émissions du scope 2, il s'agit des émissions de l'électricité en particulier. Et le scope 3, l'ensemble des autres émissions. Donc, c'est le scope 3 qui est largement majoritaire, qui correspond à la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre du groupe Manitou. Cela dit, les méthodologies telles que la méthodologie Science-Based Target, donc des trajectoires basées sur la science, imposent de prendre des mesures fortes de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2 d'une part, et les émissions significatives du scope 3 d'autre part. Donc, même si pour le groupe Manitou, ces émissions des scopes 1-2 sont très faibles, il est nécessaire d'évaluer ces émissions et de mener des actions pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Que couvrent finalement ces émissions des scopes 1-2? Ces émissions des scopes 1-2 recouvrent majoritairement les consommations de gaz naturel et de fuel domestique sur les sites de Manitou pour 95% des émissions des scopes 1-2, ainsi que les émissions de l'électricité. Sur le scope 3, près de 90% des émissions du scope 3 correspondent à l'utilisation des équipements vendus en 2019. Donc, ici, on considère tous les équipements vendus en 2019. On calcule, on évalue la consommation estimée de ces équipements sur toute leur durée de vie significative et on évalue les émissions associées et ces émissions sont imputées au bilan 2019. Et enfin, 10% du scope 3 correspondent aux intrants, donc notamment la fabrication des pièces de rechange et des pièces composantes des équipements vendus en 2019. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une différence temporelle entre le scope 1-2 et une partie du scope 3 qui vont se concentrer vraiment sur les émissions émises en 2019 et la partie du scope 3 sur l'utilisation des équipements vendus qui comptabilise ces émissions 2019, mais aussi les émissions des équipements utilisés sur toute leur durée de vie
voilà, si on prend environ 10 ans en fait, de durée de vie des équipements, on va prendre toutes ces émissions des 10 années imputées à 2019. Du coup, vous comprenez pourquoi finalement cette catégorie d'utilisation des équipements vendus est si majoritaire finalement dans le bilan de Manitou, puisqu'il s'agit de ces émissions sur toute la durée de vie des équipements vendus. Alors, nous avons présenté ces émissions globales. Nous allons à présent nous intéresser sur les sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre pour Manitou. Alors, tout d'abord, sur l'utilisation des équipements vendus en 2019. En termes de répartition de nombre d'équipements, environ 85% des équipements vendus en 2019 sont des équipements diesel, 13% des équipements électriques et 2% des équipements fonctionnant au gaz. En termes de consommation, 97% de la consommation est une consommation diesel, puisque les équipements diesel consomment davantage que les équipements électriques, et 2% de la consommation correspond à la consommation des équipements fonctionnant au gaz. Et enfin, si l'on regarde les émissions, le diesel étant fortement émissif par rapport à l'électricité en moyenne, le diesel représente 99% des émissions liées à l'utilisation des équipements, contre 1% pour le gaz et moins d'1% pour l'électricité. Donc encore une fois, ici, nous sommes sur les unités vendues en 2019, à gauche, mais la consommation et les émissions de toute la durée de vie de ces équipements vendus en 2019. Intéressons-nous à présent à la catégorie des intrants, qu'on appelle également achats de biens et de services. Cette catégorie compte pour près de 10% des émissions totales de groupe Manitou. Les émissions majoritaires de cette catégorie proviennent en particulier de l'achat de pièces pour les équipements produits et de pièces de rechange pour 94% du coup de cette catégorie. Les achats de prestations de services comptent pour 6% des émissions de cette catégorie des intrants. Donc il s'agit des prestations de services externalisées. Intéressons-nous à présent au fret. Donc pour le fret, c'est le fret aval qui émet la majorité des émissions de gaz à effet de serre du groupe en comparaison avec le fret amont, qui correspond à l'approvisionnement, et au fret interne, du coup, entre vos sites. Donc pour ce fret aval, c'est notamment le transport d'équipements vendus qui va être majoritaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. 70% des tonnes-kilomètres sont parcourus en fret maritime. Cela représente 22% des émissions de gaz à effet de serre du fait de la faible émissivité de ce mode de transport, ce que l'on peut voir en bas de la slide, puisque le fret maritime émet environ 8 kg équivalent CO2 par tonne-kilomètre, contre 67 pour le fret routier, comptant plus de 1000 pour le fret aérien. Le fret routier représente environ 30% des tonnes-kilomètres pour ce fret aval, soit 78% des émissions de gaz à effet de serre du fret aval. Le fret en avion représente moins d'1% des tonnes-kilomètres parcourus, mais 2% des émissions de gaz à effet de serre du fait de l'émissivité de ce mode de transport. Enfin, les tonnes-kilomètres de ce fret aval sont majoritairement parcourus au départ de la France pour 44% des tonnes-kilomètres totales, ce qui s'explique du coup par les ventes finalement au départ de la France. Pour terminer sur ces focus sur ces catégories d'émissions, intéressons-nous à présent à la catégorie de l'énergie. Donc ici, nous sommes sur le périmètre de la consommation d'énergie des sites de Manitou, ainsi que la consommation de gasoil non routier pour les équipements qui fonctionnent sur vos sites. Donc on s'intéresse à vos sites et non pas à la consommation de vos équipements vendus. Donc cette catégorie d'énergie se caractérise pour 53% des consommations liées au gaz naturel, ce qui représente 45% des émissions. L'électricité du réseau représente 34% des consommations, mais 40% des émissions. Alors vous pourriez vous dire que finalement, le mix électrique, l'électricité est moins émissive que le gaz naturel. Alors, c'est vrai en France, lié au nucléaire qui a pour avantage, qui a beaucoup d'inconvénients, mais qui du point de vue du climat a beaucoup d'avantages puisqu'il est faiblement émissif. Mais si l'on considère les consommations d'électricité à l'international, voilà, vous avez plusieurs pays de présence où le mix électrique n'est pas très bon. C'est la raison pour laquelle l'électricité représente 40% des émissions sur ce poste énergie. Et enfin, la consommation de gasoil non routier pour les équipements fonctionnant sur vos sites représente 12% des consommations et 14% des émissions du poste énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette empreinte carbone? Que le scope 3, donc les émissions indirectes, représentent plus de 99% de l'empreinte carbone du groupe. Que les deux catégories les plus importantes en termes d'émissions
sont l'utilisation des équipements vendus et les intrants. Cela dit, il est à noter aussi que le fret est également une partie non négligeable de l'empreinte du groupe Manitou. Et enfin, que le scope 3 peut avoir un impact considérable sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et que les actions de réduction dans ce domaine visent à réduire rapidement et efficacement l'empreinte carbone du groupe. Cependant, comme on l'a vu tout à l'heure, les scopes 1 et 2 doivent être considérés car les initiatives, notamment l'initiative Science Based Target, imposent de définir des objectifs de réduction pour ces scopes, pour ces périmètres qui sont plus proches finalement de l'activité, plus directs finalement par rapport à l'activité de l'entreprise. Que sont finalement des engagements SBT? Donc SBT pour Science Based Target, donc que sont des engagements basés sur la science? Alors, ces objectifs basés sur la science interviennent dans ce contexte de hausse des températures qu'il est nécessaire d'éviter, de freiner, de limiter pour réduire les impacts sur la vie humaine. Les objectifs de cette initiative Science Based Target sont d'encourager une action climatique ambitieuse pour permettre aux entreprises de fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques. Donc, c'est une initiative internationale qui a créé des cadres méthodologiques spécifiques aux différents secteurs pour pouvoir aider les entreprises à se définir des objectifs basés sur la science et conformes au maintien du réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, pourquoi les entreprises participent à ce projet? Nous l'avons vu tout à l'heure lors du contexte. Le monde est en train de passer dans une économie bas carbone. Pour faire partie de ce nouveau type d'économie et rester compétitif, il est important que les entreprises se dotent d'objectifs basés sur la science. Aujourd'hui, près de 2000 entreprises sont enregistrées sur le site de l'initiative Science Based Target en tant qu'entreprise mettant en place des actions. Et environ la moitié ont des objectifs basés sur la science validés par l'initiative. Alors, en quoi consiste finalement la définition de trajectoire basée sur la science? Alors, voici un exemple de trajectoire basée sur la science. L'entreprise définit tout d'abord un business as usual, c'est-à-dire quelles seraient ses émissions si l'on ne changeait pas d'activité, si l'on ne menait pas d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce que vous pouvez voir ici sur la trajectoire orange. Donc pour cette entité-ci, il s'agirait des émissions, on peut voir une petite baisse en 2020 liée au Covid, il s'agit des émissions qui sont estimées si l'entreprise ne mène pas d'action dans les prochaines années. Ensuite, on peut voir la trajectoire verte, qui est la trajectoire plus ambitieuse et qui correspond à la trajectoire que l'entreprise suivrait si elle voulait se conformer à un maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. En bleu, une trajectoire un petit peu moins ambitieuse qui consiste à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, donc entre 1,5 degré et 2 degrés. Et en noir, vous avez une trajectoire en intensité physique. Qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire en intensité physique? Donc, voilà, il s'agit du fait que l'entreprise ne doive pas dépasser les émissions de l'année de référence, donc dans notre exemple 2019, au fil du temps. Donc typiquement, là, on est à peu près à 6200 tonnes équivalent CO2. Donc, il s'agirait de garder ces 6200 tonnes équivalent CO2. Or, cette entreprise a un business as usual qui va venir augmenter ces différentes unités vendues ou heures d'utilisation des équipements. Donc, si les émissions restent constantes, mais que l'unité physique augmente de manière considérable, donc supérieure à 2%, l'entreprise, finalement, l'émissivité, donc les émissions par unité vendue ou par heure d'utilisation, diminuent de manière conséquente. Voilà, donc c'est trois grandes typologies finalement d'objectifs qu'une entité peut se définir. Donc un objectif pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, en dessous de 1,5 degré, ou un objectif de réduction des émissions par unité vendue ou heure d'utilisation, ou encore autre unité physique. Et ce sont voilà, des typologies d'objectifs qui peuvent être utilisées par le groupe Manitou pour s'engager finalement dans le cadre de cette initiative basée sur la science. Alors Aude, je vous laisse la parole.
Donc, en effet, il s'agit des différentes étapes dans la définition de la trajectoire bas carbone. Donc, c'était juste pour vous montrer là où on en est aujourd'hui au niveau du groupe. Donc, on a finalisé l'étape de mesure de l'empreinte carbone du groupe. Donc, on vous a présenté là quelques résultats de cette empreinte carbone. On a également terminé la phase d'identification des leviers de réduction majeurs pour le groupe. Sur différents sujets qui comprennent évidemment là où sont nos principales sources d'émissions, donc l'utilisation des produits, les intrants, donc c'est-à-dire tout ce qui est achat de services et de composants, également le fret et puis aussi l'énergie consommée sur nos sites. Et nous avons maintenant identifié des actions de réduction. On a calculé le potentiel de ces actions de réduction, pour voir en fait où le groupe était capable d'aller en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc actuellement, on est dans la case rouge en bas. On se trouve là maintenant dans un processus de définition de la trajectoire que l'on doit choisir. Et c'est un processus qui est en train de se passer actuellement. Et l'objectif, ce sera ensuite de valider cette trajectoire bas carbone pour ensuite rentrer dans une phase de réduction et de suivi de ces émissions. Alors, quels sont les exemples d'actions de réduction qui pourraient du coup être utilisées pour une entreprise telle que le groupe Manitou? Tout d'abord, alors on vous présente quelques actions, elles ne sont pas exhaustives. Promouvoir des équipements à faible taux d'émission. Dans le scope 3, on a vu tout à l'heure que le poste d'utilisation des équipements vendus était le poste majoritaire pour Manitou. Donc, promouvoir ce genre d'équipement réduira de manière très significative les émissions de gaz à effet de serre. En quoi cela consiste? Il s'agit de transférer la motorisation diesel traditionnelle vers des équipements à faibles émissions de carbone, tels que le carburant B30, B100, l'électrique, l'hybride. On pourrait aussi imaginer l'hydrogène vert, finalement. Une autre action possible consiste à réduire le fret aérien, donc passer du fret aérien au fret routier, voire le fret maritime, qui sont beaucoup moins émissifs que le fret aérien. Une autre action consiste à augmenter la part de matériaux recyclés ou issus de la réutilisation dans les équipements du groupe Manitou, donc par exemple l'acier issu du recyclage ou l'acier issu d'une fabrication bas carbone. Ou enfin l'achat de certificats d'énergie renouvelable qui certifient que l'électricité ou le gaz proviennent de sources renouvelables, donc par exemple l'éolien ou alors les énergies marines, l'hydraulique pour l'électricité et le biométhane pour le gaz, sont des solutions qui peuvent permettre de réduire de manière significative les gaz à effet de serre. Pour conclure, nous avons vu que l'élément déclencheur de l'implication du groupe vis-à-vis du climat est cette urgence climatique marquée par le réchauffement de la planète. Face à cela, face à la concurrence et à l'évolution des secteurs d'activité auxquels le groupe se rattache, il est important donc de rester compétitif. Le groupe s'est donc attaché à réaliser son empreinte carbone et à intégrer la problématique du climat dans sa stratégie. Il travaille, comme l'a dit Aude, à l'identification d'actions de réduction de son empreinte carbone et définir une trajectoire bas carbone sur ce scope 1 et 2 d'une part et scope 3 d'autre part, conformément aux méthodologies et aux directives de l'initiative Science Based Targets. Donc on arrive à la fin du webinaire. Je ne sais pas si Aude, vous souhaitez ajouter quelque chose en termes de conclusion. Je pense qu'il y a des questions aussi que nous allons prendre. Oui, il y a en effet quelques questions. Oui, ben voilà, tout d'abord, merci Marion et Aude pour cette présentation qui a permis de bien faire le lien, en tout cas, entre les différentes pressions externes, que ce soit la réglementation, les feuilles de route de nos clients ou aussi les évolutions, en tout cas, des tendances du marché qui montrent en tout cas clairement que le groupe Manitou n'a plus d'autre choix que de s'engager dans une stratégie climat à travers notamment une trajectoire bas carbone. Et donc, justement, là-dessus, effectivement, en tout cas, dans la partie questions, on a deux questions pour l'instant. Donc, une notamment de Sylvain André que je vais lire. Donc, si j'ai bien compris, les entreprises qui s'engagent avec Science Based Targets partagent leurs objectifs. Ces objectifs sont donc publics. Et si oui, est-ce qu'il en est ou sera de même pour l'avancement de ces objectifs? Alors, les objectifs sont en effet publics.
s'engager auprès de l'initiative Science Based Target impose également de mettre à jour son empreinte carbone de manière annuelle et publique, ce qui permet du coup de suivre la distance aux objectifs. Et il est nécessaire de revoir la conformité aussi de son objectif tous les 5 ans, puisque l'activité peut être amenée à croître et donc les objectifs à évoluer. Donc voilà, soumettre un objectif auprès de l'initiative Science Based Target en 2021 implique donc de mettre à jour son empreinte chaque année et au plus tard en 2026 de vérifier la conformité de sa trajectoire. Ouais. Les objectifs étant établis à horizon 5 à 15 ans après l'année de soumission auprès de l'initiative Science Based Target. Donc, une entreprise qui soumet ses objectifs en 2021 auprès de l'initiative Science Based Target doit soumettre un objectif qui porte à horizon entre 2026 et 2036. Ok, merci. Et je pense c'était peut-être intéressant aussi de préciser qu'il y avait donc Science Based Target, qui est vraiment une initiative sur un standard de trajectoire bas carbone. Et à côté de ça, on a à d'autres endroits où en fait on publie nos chiffres, et notamment le CDP, le Climate Disclosure Project, où en fait on a la demande, en tout cas par les investisseurs, de saisir en tout cas nos objectifs de trajectoire bas carbone et nos résultats là-dessus tous les ans également. Oui, c'est ça. En fait, oui, Science-Based Target ou pas, de toute façon, on a maintenant, avec la pression des parties prenantes, l'obligation en fait d'être transparent sur nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, Coralie donnait l'exemple du Carbon Disclosure Project, et derrière, c'est un groupement d'investisseurs où on a été obligé de publier cette année l'ensemble de nos émissions. Et aussi, en tant que société cotée, dans notre document de référence, donc le rapport annuel, on est obligé aussi de publier nos émissions de gaz à effet de serre et l'évolution de ces émissions. Et cette contrainte va être de plus en plus forte, puisqu'il faudra même expliquer quelle est la stratégie pour réduire, etc. Tout à fait. On avait une autre question donc, de Michel Trotter. Cela veut dire que l'on va mettre au moins 10 ans avant d'avoir un résultat qui s'améliore? Donc à ce moment-là, c'était sur les slides où on présentait les résultats du bilan carbone 2019. Marion, peut-être je vous laisse répondre. Alors, donc en 2019, on a considéré donc toutes les émissions des intrants, des flux finalement en 2019, et les émissions des équipements vendus en 2019 sur toute leur durée de vie. Donc finalement, les émissions des équipements vendus en 2019 ne sont affectées qu'à 2019. En 2020, par exemple, on va considérer les émissions des équipements vendus en 2020. Donc, alors, vous avez les équipements que vous produisez, vous mettez de plusieurs années finalement pour les vendre. Vous n'allez pas changer votre production chaque année, mais admettons que au bout de 5 ans, vous arrivez à renouveler la majorité de votre catalogue de produits. Ce sont ensuite les émissions. Donc en 2026, par exemple, ou 2025, en 2025, on va évaluer les émissions liées aux équipements vendus en 2025 pendant leur durée de vie. Donc chaque année, on comptabilise bien de nouvelles émissions finalement, et donc votre bilan peut s'améliorer assez rapidement finalement. Oui, on ne fait pas en effet la mise à jour sur le parc en circulation. Ce serait impossible. Donc, on prend bien, en effet, comme le disait Marion, les données des équipements vendus sur l'année. Voilà. Donc, si derrière, on mène sur ces équipements-là d'une année sur l'autre des actions d'efficacité énergétique, par exemple, pour améliorer la consommation, via ça, on va pouvoir avoir des impacts positifs sur notre bilan. Alors, on a une autre question sur les certificats d'énergie. Sur l'achat de certificats d'énergie qui était donc sur la slide précédente, je crois, Marion, si vous pouvez revenir dessus, pour expliquer un peu ce que c'est exactement. Alors, un certificat d'énergie vous certifie que l'énergie, donc prenons l'exemple de l'électricité, que l'électricité que vous consommez, que votre fournisseur vous fournit, provient de sources d'énergie renouvelable, et le fournisseur doit être en mesure de vous indiquer quelle source. Finalement, en fait, le fournisseur vous affecte cette production d'énergie renouvelable uniquement à vous. D'où l'objet d'un certificat qui certifie un non-double compte, finalement, des affectations de l'énergie renouvelable.
Donc, vous allez continuer de consommer finalement sur le réseau national tel que vous consommez actuellement. Cependant, c'est une certification que l'électricité provienne de sources d'énergie renouvelable au niveau de laquelle le fournisseur d'électricité se source. En précisant évidemment que ici, pour les certificats d'énergie, on parle de tout ce qui est énergie qui concerne les bâtiments de production. Tout à fait. Et on a une autre question que je vais lire. Donc, outre l'électrification de nos produits, est-il également envisagé d'optimiser l'efficience de nos futurs produits diesel qui continueront d'être massivement produits dans les 10 prochaines années? Tout à fait. Des actions sur les équipements faibles émissions ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes puisque vous ne pourrez pas intégrer dans 5 à 15 ans finalement 100% de vos équipements à l'électricité. C'est un horizon trop proche et qui nécessiterait aussi certaines ruptures technologiques. Donc, des actions sont à envisager sur le côté des diesels. Donc, on peut en effet avoir des actions qui portent sur la performance énergétique, des actions qui peuvent porter sur le stop and go, sur les équipements, et d'autres actions encore sur la réduction ou l'amélioration en tout cas de la performance de ces équipements. Oui, et aussi parce qu'on sait que l'acceptabilité des produits 100% low emission en 2030, finalement, on la connaît assez peu. Et en tout cas, on sait qu'elle ne sera pas générale partout dans le monde. Donc, en effet, il est nécessaire de travailler aussi sur les produits diesel. Ouais. De même, sur certaines gammes, il sera peut-être plus simple que sur d'autres gammes, finalement, d'accélérer cette électrification des équipements. D'où, du coup, la multiplication des canaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on vous a présenté, c'était quelques exemples d'actions de réduction. Il pourrait y en avoir des dizaines, finalement, qui puissent être définies. On peut prendre d'autres questions. Alors oui, on vient d'en avoir une autre. Donc, l'achat de certificats d'énergie renouvelable a-t-il un impact émissions évitées? Un impact par émission évitée, je vois 31 000 tonnes de CO2 équivalent dans votre slide, alors que l'électricité en France est déjà bas carbone. S'agit-il alors uniquement du gaz et ou des usines d'autres pays, USA, Italie? Alors tout à fait, et vous répondez déjà aussi à votre question de manière correcte. Cette réduction, ce calcul d'émissions évitées porte à la fois sur le gaz et l'électricité. Et au niveau de l'électricité, il s'agit bien et du gaz, il s'agit bien de l'ensemble de vos sites à l'international. Et vous avez aussi, vous avez notamment certains sites qui sont localisés dans des pays dont l'émissivité est beaucoup moins bonne qu'en France. Donc, acheter des certificats d'électricité renouvelable en France a un impact moindre que d'acheter des certificats d'électricité dans des pays fortement émissifs. Voilà, je peux penser aux États-Unis, à la Pologne. Alors, je n'ai pas forcément tous les mix électriques de tous les pays en tête, mais vous avez tout à fait raison sur votre constat. Merci Marion. Est-ce qu'on a encore d'autres questions par chat ou s'il y en a qui veulent poser leurs questions à l'oral sur la visio? Oui, juste une question concernant les usines. On parle de l'ISO 50001. Est-ce qu'on a des statistiques sur les bénéfices que représente la certification 50001 en termes de réduction d'énergie? Alors, je n'ai pas directement les bénéfices. Donc, l'ISO 50001 va pas forcément n'est pas une action qui directement influe sur les émissions, comme on pourrait se dire changer un moteur de diesel à électrique. Ça réduit directement. Cela dit, de manière indirecte, cette mise en place d'un management de l'énergie permet d'établir les meilleures actions et les meilleures pratiques finalement en termes de gestion de l'énergie et donc induit une réduction des émissions associées. Il y a des chiffres qui existent, cela dit, je ne les ai pas directement. Si ça vous intéresse, on pourra les communiquer aussi via l'équipe RSE pour vous en faire part. Ok, merci. Et c'est sûr que c'est le type d'action, l'ISO 50001, qui en effet normalement doit nous amener à réduire nos consommations d'énergie. En tout cas, c'est les entreprises qui s'y engagent généralement constatent des réductions de consommation. Et plus on réduit nos consommations d'énergie, moins on a acheté aussi de certificats d'énergie vert. Donc, c'est gagnant-gagnant, quoi. Je compléterai aussi ce qu'indique Aude et puis les différents échanges que nous avons eus sur les certificats d'énergie pour indiquer que ces certificats d'énergie sont des actions
en complément d'actions de réduction de la consommation. Donc, on commence par réduire la consommation et on couvre la consommation restante par des certificats d'énergie. Parce que sinon, vous allez continuer de consommer, donc continuer d'acheter des certificats avec des coûts supplémentaires et ce n'est pas forcément l'objectif. L'idée, c'est d'attaquer en fait cette question de réduction des émissions de plusieurs fronts. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, Aude, il n'y en a pas dans le chat, donc je vous propose de conclure si vous voulez. Ok. Peut-être moi juste en mot de conclusion, merci à tous d'être là pour ce webinaire. Comme vous l'avez vu, c'est un projet qui est en cours de finalisation, dont nous allons arbitrer prochainement les conclusions donc, sur les fameux objectifs de réduction pour le groupe. Et nous serons donc ensuite en mesure de revenir vers vous avec une feuille de route claire pour le groupe en matière de trajectoire bas carbone. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci Marion. Merci. Et merci Marion, évidemment. Au revoir. Au revoir.